Salut à vous, petites et grosses tentacules, tentaculettes et tentaculito. Et voilà. Bah, c'est parti pour une grosse émission. Je m'étais dit, ouais, un petit truc à l'arrache. Oh, je fais un petit plan. Alors que j'avais déjà fait 15 millions de plans. Enfin, bon, on s'en fout de raconter ma vie. De quoi qu'on va causer? On va causer de notes, que je vais dire notes tout le long, parce que je suis pas foutu de le dire correctement. De la élite. On va faire un petit point conso, la élite. Et puis, on va finir par l'instant série, les dramas du moment, ouin ouin, Death, les blacks, et puis tout ça. Donc, commençons par Nock. Ta ta ta. Nock, j'en parlerai plusieurs fois. Là, on va s'arrêter sur le livre de base et sur l'écran et sur une vidéo no spoil, ce qui fait que ça vire les trucs. Mais j'ai beaucoup envie de parler. D'un autre côté, il faudra bien le présenter, Nock. On va quand même à chaque fois bien faire le parallèle avec Black Knighted que je dois déjà massacrer, c'est-à-dire le jeu amateur fou qui, bah, je crois, 16-14 ans, enfin qui est vieux, qui a donné la version pro éditeur de Nock. Et puis, ouais, non, mais si, j'ai déjà fait le plan. Donc voilà. Donc, Nock, papapam, avant, c'était Blackened. Jeu d'une centaine de pages, inspirant, mais qui était ultra condensé et qui recouvrait en fait beaucoup plus que ce que tu as seulement dans Notes maintenant. Donc autant vous dire que c'était synthétique. Il y avait un système de merde, voilà, hop, ça s'est dit. Enfin, un système qui était inspiré de son temps en mode amateur, c'est-à-dire, bah maintenant, plus d'une décennie plus tard, il a très mal vieilli. Et ça tombe bien, on a autre chose là-dedans. On a le système nocturne, qui est pas plus mal, mais qui sera ce que je vais le plus attaquer, tout simplement, parce que bah, c'est éviter de spoiler. Ensuite, oui, je vais tellement inciter à chaque fois que je vais parler de Nock, de vous dire, ah, il faut vous le procurer que je vais être en mode méga, giga méchant. Je vais être sur net comme j'ai été sur RunQuest. Enfin voilà, on part d'un truc de toute façon que j'ai tellement juste envie de vous dire, prenez-le, c'est une valeur sûre, c'est génial ici, machin, que je vais tirer à boulet rouge sur les moindres petits trucs que j'ai trouvés où on peut win-winner. Ça ne remet strictement pas en cause ma conclusion générale de c'est un best-of, il faut sauter dessus. Les choses sont claires. Donc avant c'était Blackened, maintenant c'est notre. On voit l'immense saut qualitatif. C'est une tuerie quoi. On parle d'un truc qui avait de très bonnes graines d'inspi à quelque chose qui est maintenant énormément plus développé. C'est fou, on va revenir dessus, mais rien que le cadre de surface, dire avant qu'on aborde les secrets, surtout avant qu'on puisse bien jouer dans les secrets, c'était super court dans Blackened. Là, c'est immense, puis c'est ce qui va séduire énormément de monde. L'histoire, c'est hop, on est sur Terre, oh mon Dieu, on voit un objet qui arrive sur la Terre, il nous percute pas, c'est pas une météorite, en fait, c'est un artefact qui se déploie et qui enserre la Terre en y plantant des pylônes, donc du coup, ça coupe la Terre du Soleil. Un des rares points qui était une erreur dans Blackened, c'est qu'on te donnait, oui, mais ça n'a pas changé la rotation autour du Soleil. Non, tu peux pas le savoir, ça. T'es coincé à l'intérieur de la prison. Enfin, voilà. Mais bon, on s'en fout. Et puis encore, c'était Blackned. Donc voilà. Donc l'artefact arrive, forcément chaos civilisationnel, pas possible. C'est le foutoir, c'est la guerre partout. Mais à un moment émerge de ce chaos l'administration, c'est-à-dire un organe qui est mondial et qui va permettre à l'humanité de ressortir de ses cendres. Je mets des guillemets. Cette administration, elle est très bien décrite dans le livre de base. Sa description fait partie voilà, d'une bonne partie du livre. C'est extrêmement important et je respecte déjà plus mon plan. Voilà. Donc, hop, artefact, chaos, administration. Qu'est-ce qui va te proposer le livre? Sa première partie, elle te présente dans le désordre une historique générale du comment on arrivait là, ce qui est de manière développée ce que je viens de vous faire. Les généralités mondiales, ce qui est très intéressant, parce qu'à un moment, il y en a peut-être qui vont dire non, moi, j'ai pas du tout envie de jouer dans le coin de Prague, j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Et vous avez des éléments pour, même si bon, il va falloir vous construisez tout, hein, parce que la ville qui est donnée en exemple, c'est Olomouc, hein, quand tu lis sans l'accent, que tu essayes un accent massacré. Donc elle est courte, mais c'est l'antichambre de Prague, c'est plus petit. Et bah, c'est donc du coup une petite porte d'entrée. Ils vous ont donné l'exemple d'un bloc. Et ensuite, on a les organes en fait de l'administration. Il y en a 7 et ils sont tous relativement, voilà, ils sont tous relativement décrits.
C'est pas 50 pages par organe, mais tu as assez pour comprendre ce que c'est, comprendre c'est quoi leur mission, comment ils sont organisés en gros. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ce qu'on va nommer la gnose. Le nom de la première partie, c'est la Terre. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la gnose, à savoir les secrets. Alors là, on n'a pas en fait, ils n'ont pas choisi l'angle d'attaque, les micro-secrets, on a d'entrée les macro-secrets de l'univers. Si on croit à Blackned, il reste encore un ou deux petits trucs sous le coude. Mais en fait, vraiment, le macrocosme, le vrai décor de fond t'est donné. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable, parce que du coup, ça va bien permettre au MJ aussi de prendre le goût de la gamme. Et s'il arrivait à Nock, parce que justement, le jeu de façade l'a beaucoup plu, et qu'il le refroidit par tout le côté, oulala, ça va aller mystique par là-bas, bah, il va pouvoir en fait en rester à ce niveau, voilà, la première couche de jeu. Donc la nose en fait là-dessus est à la fois très bonne parce que toi en tant qu'MJ, tu as les vraies clés de l'univers, voir bah, tu sais si tu t'y prends goût ou pas, tu sais si tu dis ah tiens là je vais bidouiller ça ou pas. Enfin, je trouve que c'est une attitude très honnête parce qu'on a quand même souvent dans les jeux à secret, pour connaître le vrai fin mot de l'histoire, t'attendras à la fin. Bah un autre, non. Il y a des trucs qui se dévoilent, ne serait-ce que par rapport au supplément. Il y a des trucs que tu te dis quand tu as lu Black Neda, ça ils vont peut-être le faire. Mais en tout cas, voilà, le cœur du jeu sur on a humain, on a mis dans un bloc, il t'est donné avec la vraie toile de fond de l'enjeu cosmique qu'il y a derrière. Après, il y a des choses qu'il n'y a pas. Hein. Les super pouvoirs de l'éveil, non. Comment que c'est exactement à l'intérieur de l'artefact, non. Il y a encore des choses à développer. Mais tu as vraiment, enfin, ne serait-ce que si tu veux le développer tout seul, bon, bah, tu sais grosso modo c'est quoi le secret de l'intérieur de l'artefact. Ouais, ça ne t'attendra pas un supplément. Même si on sait qu'il y aura un supplément qui développera ce qu'il y a à l'intérieur. N'empêche que toi, MJ, tu peux le faire tout seul. Tu sais, voilà. Enfin bon. Donc les secrets que je ne peux pas plus spoiler, seulement souligner, là, enfin, voilà. Au moins, ça t'est tout donné. Voilà. Ensuite, là, voici quand même, dans la gnose, dans les points importants à souligner, c'est là qu'on va introduire ce qu'on appelle la configuration, qui est peut-être en fait la chose la plus novatrice du jeu, alors que c'est une nouvelle formalisation de choses qui existaient depuis longtemps, mais la configuration, c'est ce que tu as quand tu joues au monde des ténèbres, vampire, mage, loup-garou, machin, c'est à chaque fois une porte d'entrée qui te donnait un jeu. Là, ils gardent en fait l'idée de non, c'est qu'un jeu. C'est comme s'il y avait le monde des ténèbres, point. Mais de temps en temps, on va te donner des angles d'entrée dans l'univers de jeu qui vont préconditionner bah, quel type de personnage tu vas jouer. Par exemple, dans le livre de base, l'entrée, c'est tu joues quelqu'un normal, à peine plus balèze qu'un citoyen normal, beaucoup moins balèze que pas mal d'autres. Et tu vas commencer à te rendre compte que l'administration se fout un peu de ta gueule, qu'on ment, que voilà, c'est pas forcément en fait le grand sauveur de l'humanité, et tu vas rentrer en résistance. Et ça, c'est la première configuration, comment de citoyen lambda, tu en viens un résistant pratiquant. Rien que cette configuration, c'est un autre jeu, ça s'appelle Rétrofutur. À quel point Nock est ambitieux. Voilà, il y a des jeux qui se sont construits rien que sur ce niveau de configuration. Rétrofutur ne se construit que sur ce niveau de jeu. Notes va te proposer autre chose. Hein. Dès le premier tome de la campagne, on a une seconde configuration. Donc, ouais, ça vient. Hein. Et ayant eu Blackned, effectivement, des configurations, tu peux en avoir. Hein. Là, par exemple, on va commencer on joue forcément des humains qui sont natifs de l'intérieur des blocs, c'est-à-dire des villes à l'attaque des titans, hein, très protégées, coupées de l'extérieur, où il y a des monstres, puis plein de sauvageries, et puis des barbares, puis on se méfie, puis toutes les histoires que vous entendez de l'extérieur, c'est dark. Bon, on sait que voilà, c'est pas envisageable de jouer quelqu'un qui est de l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils le feront dans la gamme Notes un jour? Je ne sais pas. Mais ayant eu Blackned, oui, c'est évident. Et on parle, de toute façon, dès le livre de base, de gens qui vivent à l'extérieur, qui arrivent à survivre. Que c'est pas ouf, mais voilà. Donc la configuration, c'est quelque chose de très bonne. Et bon, l'autre élément, c'est ce qu'eux, ils appellent trajectoire. Hein. C'est en plus d'avoir tous les secrets du monde, tu sais où la gamme essaye de t'amener. La gamme, elle est construite, on va dire honnêtement, c'est un projet à la COPS. C'est un projet de mégalo à la COPS où ça va être une gamme campagne.
Et que voilà, le développement de la campagne officielle va nous amener des suppléments qui nous permettent de jouer dans les nouveaux éléments qui sont sortis, voire ils peuvent se permettre de faire un truc non campagne officielle, par exemple un supplément sur l'extérieur, avec des configurations sur jouer de l'extérieur. Et ça sera même pas du foutage de gueule à la supplément pompe afrique, hein. Ça sera un vrai cadre de jeu. Il y a du level de construction, il y en a. Enfin, donc voilà, cette modélisation de l'entrée dans le jeu par les configurations est très honnête et très pratique, et c'est surtout c'est utile pour le MJ. Sinon, le monde est riche, et bon, quand tu sors de Blackned, il y a 2 pages où ils disent tu peux jouer ça, tu peux jouer ça, puis tu dis heureusement que je les ai, parce que c'est tellement fouillé que à la fin, c'est tellement large. Là, on a le truc qui est très fouillé, mais qui est fouillé par un angle d'entrée dans l'univers. C'est vraiment une bonne chose. Avec, t'as tous les secrets du monde, plaise, plaise pas, ça dépend des goûts. Si t'as acheté Inox, c'est que de toute façon l'univers de surface te plaît. Ami MJ, c'est ton jeu, tu l'as payé, hein. Si tu veux changer certains des secrets qu'il y a derrière, libre à toi, hein. Voilà, t'es pas obligé de suivre ce qu'on a prévu pour toi. Il n'empêche qu'il y a une vraie gamme officielle qui est annoncée, qu'on a déjà les clés finales qui ont été honnêtement données. Ça s'appelle les trajectoires. Enfin, c'est du bien, c'est du bien. Ça me donne envie. De toute façon, c'est le pourquoi du comment. Moi, j'ai envie de faire une vidéo full spoil, hein. Donc, on va faire livre de base, écran, les suppléments, puis après, on se lâchera dans du full spoil et mes propres délires de mes interprétations, mes surlectures, machin, machin. Donc, ça, c'était pour la gnose. Après, on a le système nocturne, léger, plutôt simple, avec des principes de ressources, qui a un petit côté qui va faire penser à Stalker au sens, il y a une base très difficulté, est-ce que j'ai le niveau de talent ou pas? Bob, je réussis ou je réussis pas, mais là-dessus, il y a des histoires de lancer de dés qui vont te permettre de surpasser, ou que le destin t'aide et que tu as réussi. On revient dessus juste après. Donc, la troisième partie nocturne, la partie avec laquelle je vais pouvoir être le plus incisif, parce que no spoil, hein, voilà, c'est un système. Et après, on a la quatrième partie, l'annexe, qui va couper quelques bons conseils au MJ. Surtout, énormément de PNJ qui sont nommés dans le jeu, les rouages, ça c'était très appréciable, enfin énormément. Il y a une grande diversité de PNJ qui fait qu'il y a à boire et à manger en fonction des situations, c'est une bonne chose. C'est là aussi qu'on voit que les PNJ, ne serait-ce pas, voilà, faut vraiment méga optimiser ta création de perso du genre je suis un boxeur des rings si tu veux avoir une chance de latter un flic en envoyant dans la rue, hein. Parce que de base, par exemple, il a plus de points de création que toi. Il va te torcher la gueule, le keuf, si t'es pas spécialisé dans défoncer des keufs en tant que résistant. Voilà, tu commences au-dessus du citoyen lambda, mais t'es pas encore un résistant. Par contre, oui, le jeu t'est appelé à devenir un héros, hein. Ça, il n'y a aucun doute, la couleur est annoncée. Et tu as aussi quelques pages de matos, à mon goût pas assez, sachant que c'est justement un univers où il y a un aspect rétro-steampunk. On n'a pas le vapeur, on a des technologies quantiques qui nous viennent de l'artefact, qui va vraiment te donner ce goût de rétro-futuriste steampunk quantique, qui a vraiment un aspect de la technologie très intéressant, avec voilà, un soin apporté au principe aussi de lumière, d'éclairage. Vous vivez à l'ombre, hein. Des fois, l'artefact fait passer un rayon de lumière, mais c'est pas que ça que tu t'éclaires. Donc, du très bon. Les annexes. Rentrons dans le je peux me permettre d'être chiant. Alors déjà, au niveau des erreurs du livre, je n'ai trouvé que 2 coquilles, une répétition à un endroit et une faute de frappe à un autre. C'est très léger. Et si je dois faire le méga pinailleur, il y a un dessin, le dessin du photographe. Est-ce que je vais là? Non, j'ai pas eu l'intelligence de le mettre de côté. Par là. Lui. Oups. Ah ben, on prend des marque-pages dans les paumes. Pourquoi ce dessin m'est légèrement problématique? Dans Notes, la lumière, l'électricité a cessé de fonctionner. On sait que c'est pas exactement ça, en fait, elle fonctionne par intermittence. Mais ce qui fait qu'un ordinateur, c'est pas possible, parce que si ton ordinateur il s'éteint toutes les 28 secondes, tu comprends bien que pas possible de conserver de la donnée, enfin voilà. Donc un avion il va planter, il y a des gros problèmes là-dessus. Par contre, une ampoule électrique, éventuellement, là, ça pourrait marcher. Après, il y a des nouvelles formes d'ampoules qui sont des ampoules quantiques. Et on a par exemple l'illustration d'un appareil photo
C'est pas exactement là-dessus. Enfin voilà, mon pinaillage sur cette illustration, c'est que ça fait trop appareil photo avec truc photo normal, et même ça on pourrait le justifier dans le background. Et derrière l'appareil photo, attention, je sais pas si vous voyez, on voit qu'il a une espèce de plaque, et avec une 4K on verrait, il y a en fait deux petits traits qui sont pas indicatifs des sigles, qui sont en fait les sigles de l'administration. Quoi, je l'ai pas trouvé, il y en aura peut-être voilà, dans les sous-services. Et ça me fait un peu trop penser à une plaque, voilà, les plaques États-Unis, bonjour, je suis de la police, enquêteur scientifique. Voilà, c'est. Donc, du coup, c'est à l'endroit où je me suis un tout petit décalage entre ce que le background me dépeint, ce que j'ai en tête, et puis ce que va donner le monsieur. Après, je suis en méga chiant, parce que ça, par exemple, c'est de l'éclairage quantique. Là, c'est pas une bulle de verre, hein, ça semble plus être une bulle de lumière, mais c'est peut-être une bulle de verre. Enfin voilà, je suis méga pinailleur. Sinon, on a des illustrations superbes qui sont ultra immersives. Voilà, c'est la seule illustration sur laquelle j'ai trouvé quelque chose à redire, parce que peut-être que l'indice là-bas derrière, ça me. Enfin voilà, j'ai fait le malade. Ça, c'était pour l'aspect formel, moyen. On arrive dans le cœur des règles. Alors, comment que ça marche? En gros, tu as des domaines. Voilà, d'ailleurs, hop, c'est même pas en gros, on va vous les montrer tout simplement. Merci, fiche de perso. Alors en domaine, on va voir la vie, l'érudition, la technique, l'action, le statut, l'âme et le social. Chacun de ces domaines va regrouper 4 talents. Attention, ce n'est pas des compétences. Domaine, ce n'est pas caractéristique. Talent, ce n'est pas compétence. C'est en fait plus ouvert que ça. Et certains talents ont des sous-règles. Certains talents vont impacter certaines réserves. Là-dessus, on est sur. C'est l'aspect à peine compliqué du truc. Il y a des mini-maxeurs qui vont aller chercher les avantages numériques des talents par rapport à comment que ça me remplit tel ou tel jour. À mon sens, c'est passé à côté de l'intérêt du système qui justement a un aspect plutôt simple, avec peu d'exceptions et quelques sous-règles en fonction des talents, effectivement. Il y a 8 jauges. Tu vas me dire, mais sur la feuille, j'en vois que 7. Dire oui, tu es attentif. En fait, la huitième, elle est là, tout simplement. Donc je pense au niveau de la graphie, hein, on ne peut pas les coller les 8. Ces jauges marchent en fait en deux groupes de jauges. Il y a 4 jauges qui sont des ressources aux joueurs dans lesquelles tu vas taper. Donc, la jauge des contacts faveurs, bah, ça va te permettre de demander des faveurs à tes contacts. Ah putain, j'ai besoin de lunettes moi. Tu vas avoir la jauge en fait qui va être de singularité, qui va te permettre de contrebalancer une mécanique négative pour les joueurs. C'est les points de fiel qui tombent quand vous merdez sur vos dés de destin. Bah là, en dépensant de la singularité, tu évites l'accumulation de cette saloperie. Et deux jauges espoir vécu qui vous permettent de gratter plus de dés. Mais c'est quoi ces histoires de dés? J'ai dit que ça marchait comme c'est le cœur, hop, niveau de talent versus une difficulté. Oui, mais quand t'as pas assez en fait pour réussir, du genre j'ai une difficulté de 3, j'ai un niveau de talent de 2, je peux prendre un nombre de dés de destin. Ces dés de destin, je pourrais en gratter un de plus grâce au vécu, un point de vécu pour un niveau de talent en fait, je ne gratte pas le dé. Par contre, en bouffant un point d'espoir, je gagne 3 dés de destin. Donc là, par exemple, sur mon test à la con, 2 versus difficulté 3, je devais perdre. J'utilise un point de vécu, 3 versus 3, je réussis. J'aimerais bien en plus avoir des marges de réussite qui me permettent de faire le truc mieux. Je gratte un point d'espoir, je gagne 3 dés. Et je peux librement encore prendre des dés grâce en fait à mes domaines. Et c'est là, c'est un des seuls points aussi, les règles sont bien expliquées, mais ils mettent pas assez en avant le grand intérêt des domaines, c'est-à-dire mécaniquement ils apparaissent nulle part, sauf à un endroit. Le domaine, c'est ton nombre maximal des destins que tu vas pouvoir prendre librement sans taper dans l'espoir. Donc bien évidemment, quand tu as 3 dans un domaine et que tu peux gratter 3D, c'est 3D10, c'est vachement mieux que quand tu as 1 et que tu peux gratter qu'un dé. Voilà. Donc ton niveau de talent versus la difficulté, plus un nombre de dés que tu veux choisir librement, en sachant que le maxima est ton niveau de domaine. Plus tu peux gratter un niveau de talent en balançant un point de vécu, tu n'en as pas énormément. Plus tu peux gratter encore 3D en balançant un point d'espoir. C'est pareil, c'est des choses limitées. Comment que ça marche? Tu prends tous ces dés, tu les jettes. 8, 9, 10, tu as gagné un niveau de talent pour ce jet. Si tu fais un 1, tu gagnes un point de fiel. L'accumulation des points de fiel, c'est vite la merde. Et la merde, c'est par tranche de 5. 5 points de fiel égale un caca. Voilà.
C'est donner au MJ le droit de vous faire chier. Donc les points de fiel, vous allez vite apprendre à essayer de les limiter. Sans compter effectivement qu'il y a des endroits de scénar qui peuvent vous en apporter automatiquement. Parce que voilà, vous traînez pas au bon endroit. Donc caca. Et les 4 autres réserves, ça va symboliser ce que vous prenez dans la gueule. Ouais, c'est le principe du point de vie, mais gérer un peu autrement, gérer en réserve, ça va couvrir votre trauma, votre folie, enfin voilà. C'est une bonne chose, au final un système qui tourne bien, plutôt facile à prendre en main, avec quelques petites exceptions qu'il va falloir intégrer sur comment que ça fonctionne les talents, mais voilà, rien d'insurmontable et plutôt une bonne surprise. Mais pinaillage. Bon alors pinaillage numéro 1. Effectivement, un MJ qui lit pas bien les règles, arrivé à la fin de la lecture, il va dire ouais mais ça sert à quoi les domaines? Voilà, les domaines n'ont qu'une fonction, ta limite de nombre de dés de destin. Mais sachant que c'est le cœur du système, voilà. Et ça en fait c'est dit que sur une phrase, ça aurait été bien de le mettre en bon encart. Alors là, vous voyez à quel point je pinaille. Hein. Attention, on n'a pas surligné pour les MJ non attentifs. Maintenant, on arrive sur les vrais pinaillages. Dans les talents, on a combattre et on a déplacement. Je pense pour valoriser déplacement et moins faire le combat, il fait tout. Dans le combat, ton action de parade et ton action d'esquive vont tenir du déplacement. C'est selon moi une hérésie totale. Déplacement étant vraiment, enfin ça va être ça s'il va être coureur de fond, mais voilà, si t'es cycliste, c'est pareil. Si, un coureur de fond ne saura jamais aussi bien esquiver qu'un Mohamed Ali. Mohamed Ali, tu lui mets des compétences en combat parce que boxe. Coureur de fond, tu lui mets des compétences en déplacement. Je pense que c'était un peu pour équilibrer la répartition des talents, mais en fait c'est tellement pas logique qu'à ma table, jamais ça serait. Enfin voilà, ça j'y change. Point, je m'en fous, c'est la baston. T'as un talent de baston, c'est lui qui va faire si tu sais esquiver ou parer. On me dit oui mais esquiver c'est se déplacer, puis ouais mais à ce moment-là se battre c'est se déplacer, en fait c'est de la motricité. Motricité globale, motricité fine, en fait c'est déplacement égale motricité, ça te fait l'athlétisme, ça te fait le combat, ça te fait tout ce qui est bouger son corps dans son environnement. Ça fait une méga giga ultra compétence, enfin, ça fait un talent qui est beaucoup trop large. Donc perso, j'en ai rien à foutre, des histoires d'équilibrage entre les intérêts de talent, ça me semble aberrant que la parade et l'esquive dépendent du déplacement. Encore à la grande limite, on va me dire oui, mais au moins l'esquive. Oui, mais on en est sur l'exemple de Mohamed Ali. Mohamed Ali, il a peut-être pas un super score en déplacement parce que ce n'est pas un coureur de fond, courra au moins 4 dans son talent de déplacement, qui est déjà du méga bon niveau pour un personnage, pour un humain lambda. Il va être taxé de génie à ce niveau. Ça, c'est vraiment un méga giga balèze à 4. Mais du coup, non. Enfin, mon coureur de fond, il fera pas des meilleures esquives que Mohamed Ali. Enfin, je vais arrêter de pinailler là-dessus, mais c'est un des points qui m'a pinaillé. L'autre point sur lequel je pinaille encore plus, c'est que le jeu va découper les séquences de temps, effectivement en scénar, et puis des trucs habituels, mais il y a un concept de temps qui est entré de manière importante, qui va dans les mécaniques, c'est la séance de jeu. Séance de jeu qui peut durer 2 heures, ou 4 heures, ou 8 heures. Vu que la séance de jeu est littéralement définie le nombre de fois où vous allez vous regrouper autour de la table pour jouer, ou vous connecter pour jouer en distanciel. Certaines des réserves se régénèrent par la séance de jeu. Ça me semble absolument. Il y a des trucs méta qui sont faits dans le jeu. Enfin, certaines mécaniques traduisent certains effets qui sont dans le vrai monde imaginaire. Ça, c'est une très bonne chose. Mais alors ça, par contre, c'est la très mauvaise idée à mon sens quand ils ont pensé ce système. C'est que certaines jauges qui sont d'un intérêt puissant et primordial se régénèrent par séance. Ça incite à la partie courte, alors qu'il me semble que Notes, c'est tellement un jeu d'ambiance que dans ce qu'il porte, il incite à la partie longue. Voilà, le temps de te mettre dans une super ambiance comme ça, bah, t'as déjà ta demi-heure de chauffe, machin, t'as ton cœur du. Hop, c'est fini. Enfin, les joueurs, s'ils comprennent ça, ils vont vouloir arrêter les séances le plus tôt possible. Puisque tu récupères ta singularité, tu récupères un point de vécu. Les points de vécu, vous n'en avez pas beaucoup, hein, surtout au début. Et ils te font un niveau de talent gratuit. Donc tu as tout intérêt à ce que les séances soient courtes. Et la singularité, c'est pareil, ta jauge, elle revient à chaque séance. La singularité, c'est ce qui fait que tu dépenses un point, t'as pas un point de fiel dans la gueule.
ça limite la prise de risque quand tu requiers, enfin quand tu utilises les dés de destin. Et ça, c'est pas des mécaniques qui vont être liées au scénario, c'est des mécaniques qui vont être liées à la séance. Donc vous faites comme vous voulez. Pour moi, c'est lié au scénario, le vécu, celui au scénario. Pour en fait la singularité, vu que c'est quelque chose qui est lié d'une manière relativement mystique au truc, à l'artefact, effectivement, tu peux être gagné entre scénarios, mais tu peux aussi prévoir toi en tant qu'MJ sur des scénarios lents, des temps où une configuration, ou voilà, un éclair de l'artefact ou quelque chose qui soit lié à l'artefact régénère des points de singularité tes joueurs. Et là, en plus, tu es complètement raccord au background, à l'univers de jeu que tu traduis mécaniquement. Mais en séance, ça me semble contre-productif parce que, enfin, Notes aurait été un jeu qui t'incite à faire des séances courtes. Je leur dis, ouais, c'est cool, ça va dans ce sens. L'ambiance et l'immersivité de Notes, me semble-t-il, invitent à faire au moins des séances de 3-4 heures. Certainement pas 2. Et si vous pouvez avoir le luxe de faire du 4 à 6, mais tant mieux pour vous. Si vous pouvez du 6 à 8, je vous baise les pieds, je vous bénis, youpi. Voilà, donc une mécanique de jeu qui va à l'encontre de l'envie spontanée que te donne le truc. Après, peut-être que je dis de la merde, mais vraiment, moi, ça m'a titillé. Et je n'ai rien d'autre de plus à dire en termes de je cherche, parce que je le redis, hein, je cherchais, je me suis mis dans l'optique méga critique, soyons chiants, taclons, dès qu'il y a un genou qui dépasse, boum, j'ai rien à dire de plus. Le reste, ça tourne, c'est équilibré, des règles plutôt simples, très bien. Des règles où tu vas avoir des petits apports dans les suppléments. Enfin, c'est du bon. Voilà. Un cœur de système qui marche bien. Justement, un enjeu entre prise de risque, des destins pour parvenir à se dépasser et réussir à faire des trucs qui vont générer des points de fiel, qu'on peut les limiter, mais que si on les limite trop, on va avoir des problèmes. Donc on a vraiment toute une mécanique circulaire basée sur la prise de risque du joueur. Trop de points de fiel en plus vont monter le niveau de menace, qui vont compliquer le scénario et vont aussi pouvoir permettre au MJ de faire, à la loi dans Notes, de faire des actions qui vont vous mettre dans la merde. Donc c'est vraiment sympa et quelquefois je pense que les joueurs vont devoir apprendre à échouer en disant non, en fait voilà, là on est trop près d'une jauge débordante, ne serait-ce que s'il nous arrive une connerie, et les rouages, les PNJ d'en face peuvent eux-mêmes influencer sur le fiel. Donc vous dites pas que c'est que vous, voilà, si vous provoquez une situation, le fiel peut monter. Et qui plus est, ça a un sens, voilà. Cette manifestation, le fait que même les rouages d'en face puissent faire monter votre fiel, a vraiment une signification dans l'univers du jeu. C'est pas on avait un système, il a fallu que. C'est un système qui traduit un quelque chose de l'univers de jeu. Donc ça c'est bien. Voilà. Quand la base et le noyau de la prise de risque du jeu mécanique traduit quelque chose qui se passe dans l'ombre, dans le jeu, l'univers, les règles ont accompli leur tâche, elles sont compréhensibles, elles tournent bien, elles traduisent une réalité du monde. Je dis très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la config de base, j'en avais parlé un petit peu avant. Effectivement, Noc, le livre de base va te permettre la config de base, à savoir ton entrée dans la résistance. I am citoyen, je me rends compte que finalement l'administration, c'est moyen, c'est moyen moins. Oh, ils ont déporté mes gosses. Donc bon, entrer en résistance, et ça va être ce niveau qui va vraiment pouvoir te permettre d'exploiter tout le background que tu as déjà, version non gnose, non secret. Et rien que ça, c'est rétro-futur. Sachant qu'on n'a pas eu les vrais méga giga secrets derrière tout dans rétro-futur, t'as autant sur ce niveau qui t'est proposé de notes que tu avais dans la gamme rétro-futur, sans même des fois certains mauvais coups et délires du genre le petit supplément qui était la Légion, enfin voilà, un truc où tu fais de la résistance à l'agent Moulin, qu'on te propose tout d'un coup de faire de l'armée ultra cheatée qui va faire des raids d'avions, c'était selon moi pas, voilà, c'était une faute de goût de l'univers de rétro-futur. Tu vas pas avoir ça, tu as une vraie résistance à un village français, à l'agent Moulin, où effectivement tu vas commencer, t'es un vrai citoyen, plus des merdards que le Pékin moyen, mais voilà, t'es pas flic, t'as pas appris à te bastonner, t'es pas un garde noir, si tu te fais choper par eux, tu vas être très mal.
Si un enquêteur, voilà, des services vraiment pas gentils se met à enquêter sur tes conneries, t'as de bonnes chances de te faire choper. Donc il va falloir apprendre. Au début, t'es vraiment Jean-Jean le Boucher, qui se dit non, finalement, je peux plus, c'est vraiment, on nous ment, il y a des choses magouillées, je choisis la résistance. Et c'est immense. C'est immense, c'est gros, c'est beau, ça a du goût. Une technologie type années 40, même si dans certains coins, tu peux vraiment te dire, ouais, on est plutôt au 19e. Enfin, c'est du beau, c'est du bon, il y a énormément à jouer là-dessus. Et tu as un petit peu, justement, qui t'est donné avec la ville de base, du livre de base. Tu as plus dans Prague. Les gens, de toute façon, qui veulent jouer dans le contexte, je ne bougerai pas de la configuration, je veux un jeu de résistance contre l'oppresseur. Prague, il est fait pour vous. T'as 2-3 petits secrets, trucs un peu plus voilà, orienté gnose, mais t'as quand même, voilà, le cœur du truc, c'est une description de Prague. Ceux qui veulent, enfin, ceux pour qui l'heure d'obsidienne sera un incontournable, c'est ceux qui s'orientent, je veux un truc à la COPS. Voilà, voilà. En conclusion, c'est ça, de toute façon. Les indispensables, j'ai oublié qu'on va en parler. Le livre de base, Prague, si tu veux jouer un espèce de rétro-futur moderne, modernisé, où tu as beaucoup plus d'éléments à la fois de surface et de background. Et puis, pour les amateurs de cops, pour les amateurs de campagne qui t'en promettent avec de la montée en niveau et du délire et des tas de secrets, faites-vous la totale, ne vous gênez pas. Je voulais attirer votre attention sur l'écran pour 2 raisons. Bon, oh, il y a un joli dessin. Ça devient tellement le truc qu'on dit sur tous les écrans que oui, effectivement, il y a un joli dessin. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est mat, pas brillant. Bon, ça c'est pareil, c'est des histoires de goût. Donc de ce côté, un joli dessin. Mais surtout, il est grand. Ça, c'est bien. Hop. Bon, ça, il y en a qui préfèrent les petits. Il y en a. Perso, j'aime bien cette taille d'écran. En plus, sans dur, ça bougera pas sur un jet de dés. Donc, content. Mais là où l'écran mérite vraiment qu'on dise que c'est bien, en schématique, là, c'est les règles. Là, c'est les aides OMJ pour s'en sortir avec ce background de taré. Avec aussi bien le guide de prononciation, les trucs un peu utiles pour moi, le générateur de rouage, c'est les PNJ, les anciennes types qu'il y a dans l'univers, un petit peu indispensable, les noms de rouage, ouais, ça va être dur quand même d'inventer des noms type pragois quand nous, enfin, là, si t'as pas une connaissance culturelle du truc, t'as vite tourner en boucle. Donc t'as tout. Un rappel des directions de l'administration, leur département, tout ça, leur service, c'est bien. Et puis sinon c'est du rappel de règles. Avec le petit mémento des éléments récurrents, pour pas que tu oublies bien de poser l'ambiance. La nuit, l'artefact, la sécurité, l'intégrité, l'édification, l'effort, l'harmonie, le dictat, le progrès. Le progrès, sa voix. Enfin bon. Donc un écran très bien, et surtout un écran très bien parce que ces écrans nouvelle génération, certes ça te donne des tableaux pour l'EMJ, mais ça donne aussi des éléments qui, voilà, qui quand t'es en pleine partie t'aident à improviser, hop, sur le pouce, pop hop, parce que tu les as souvenirs. Donc un écran bien pensé. Tatin, c'est la fin de la première partie. Ah putain, Morty m'avait donné une demi-heure, j'ai déjà cramé une demi-heure sur la première partie, mon dieu. Bon, alors je vais m'accélérer le cul. La Elite, j'en avais parlé dans la vidéo sur Midnight de manière très sommaire. Je vais en revenir sur le pourquoi du comment. Je trouve que la Elite pour un débutant, c'est difficile. Et surtout, je vais spécifier, si ce n'est pas pondérer, mais vraiment spécifier mon propos. Sauf qu'effectivement, juste ça, sur la Elite, c'est le truc qui fait mal. 70 balles, 550 pages de background violent dans ta gueule, bien condensé, bien fouillé. Si c'est la première fois que tu ouvres un truc sur l'élite, tu te dis, mais mon dieu, c'est pour qu'une ville. Et oui, c'est impressionnant, et oui, c'est débordant de background. En termes de densité d'infos, c'est un peu genre, ouais, j'ai jamais joué à Nephilim, mais je vais me taper toute la gamme comme un gros porc avant de jouer. Enfin, c'est énorme. En plus, ça, c'est que le background. Il faut rajouter le livre règles. 130 pages, je crois que je l'ai noté. Ouais, c'est un truc comme 230 pages où t'as 28 pages, c'est ça, 28 pages de mémoire de 27 qui a proprement parlé de règles.
les races du coin, les modifs, machin. Et après, c'est que des PNJ, bestioles ou PNJ du background, du coup bouquin. Donc bon, déjà, tes 150 pages, tu rajoutes 130 pages. Et d'ailleurs, c'est un peu ton élément indispensable si tu veux jouer à l'élite DD5 ou la élite KOF. Mais du coup, la grosse frayeur souvent tout ça, c'est que soit tu as déjà joué à la élite et tu as des bonnes idées par d'entrée, soit tu es très 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 imaginatif, soit tu fais partie des 90% de gens qui vont se sentir complètement écrasés par tout ça et qui vont se dire ah, dans quel ordre je prends le truc. Heureusement, il y a plusieurs petits bon, on va aller dans l'ordre. Heureusement, il y a soit une campagne, soit un recueil de scénar. La campagne, c'est l'ultime châtiment. Du niveau 4-5 à niveau 10-11, je ne l'ai pas noté de mémoire, on est dans les 140-150 pages. Et qu'est-ce qu'il y a de bien avec, c'est qu'effectivement, tu as une campagne qui va t'exploiter l'élite. Et c'est du réveil de vieux problèmes. Donc on arrive sur une campagne quand même héroïque avec une fin héroïque qui pète. Donc, on est sur la montée en puissance, un truc continu, une découverte de la élite. Ou sinon, tu peux très bien te dire, j'aime bien faire mes petites bidouilles tout seul, tu prends le recueil de Denis Beck. Parce que c'est 19 scénars, dedans t'as de la mini-campagne, de la réécriture. Personnellement, j'étais très heureux de relire la nouvelle version de L'Enfant qui croyait aux légendes, qui était un beau scénar que je me souviens de ma jeunesse. Et tout ça, c'est copieux. Sachant que, bon, le livre de base, le background, 70 balles, format normal, comme je vous ai montré. Il y a un monde qui a seulement 30 balles. Le problème, c'est que ça va être écrit tout petit parce que c'est le même nombre de pages. Donc, si t'es vieux et que t'as déjà du mal à lire, autant pour les jeunes, je vous conseille le Monk, autant les plus de 40 ans, t'oublies, parce que tu vas être à la loupe, tu vas en chier. Les règles, donc ça nous fait 70 plus 40, et soit la campagne qui a 40, soit le recueil qui a 40. T'es fou, tu prends les deux, et t'es sur une gamme entre 210 et 150 si t'es passé par le petit format pour les livres. Donc, c'est une gamme qui est un investissement financier, qui en plus a plein de goodies. Après, les goodies, c'est le truc qu'on aime ou on n'aime pas. On a les marges financières ou pas. Moi, je les ai pas, donc voilà. J'ai appris à me dire les goodies, ça sert à rien. Et ton minimum, de toute façon, ça va être background, règles, et soit le recueil de scénarios, soit la campagne. Ils ont sorti aussi les Cthulhu, 24 pages, 10 balles, pour avoir la version plus sombre que Cthulhuesque, et un scénario de Maxime Chatman, mais c'est pareil, 24 pages, 10 boules, quand pour 40, t'as pas un scénario, t'en as beaucoup plus. Si vous avez les moyens et que vous êtes fan de Chapman, faites-vous plaisir, bien évidemment. Mais voilà, en tant que consommateur à budget limité dans ta boutique, et que vraiment t'es intéressé par l'élite, livre de base, règles, ça va être dur d'y échapper. Et là, on est déjà à 110 balles, plus soit la campagne, soit le recueil. Et tu montes à 150 balles. C'est un investissement. D'un autre côté, la élite, tu commences par que tu fasses la campagne ou le recueil. Une fois que tu auras joué ça, ça t'aura permis de t'accaparer le background de la élite et tu pourras être un MJ autonome dans la élite. Je conseille vraiment de commencer la lecture en mode papillonnage pour la élite, au sens tu prends ton scénar, tu le lis et tu vas voir sur mais qu'est-ce que ça en parle par rapport au gros élite, et puis tu survoles un petit peu. Ça peut être bien aussi de commencer par les 30 premières pages des règles, à savoir, si tu débarques de D5, c'est quoi la mouture mécanique de la élite. Donc les 30 premières pages, on va se lire son recueil pour se donner une idée de l'ambiance, on va se lire sa campagne. De toute façon, pour comprendre ce qui se passe dans le recueil et la campagne, vous allez avoir des renvois au la élite, le gros bouquin, et ça va vous permettre de ne pas rentrer frontalement dans la élite, le gros bouquin. Parce qu'à lire d'un coup, je pense qu'il y a, faut réussir un jet de sauvegarde pour pas décrocher à la moitié en disant j'en peux plus, je meurs. C'est un des rares livres où je conseillerais de commencer par le scénar et pas le background. D'aller voir, quand tu te poses des questions dans le background, tu dis ah là j'ai pas compris, va enrichir ta lecture de scénar en allant piocher dans le background. Mais pas l'inverse, parce que sinon je crains que vous n'atteigniez pas les livres de scénario et que vous bloquez sur le background. Tout simplement. C'est juste ce qu'il y avait à dire. Oui, c'est plein de goodies, mais les goodies, c'est des goodies, faites bien ce que vous voulez. Moi, je trouve que déjà,
sur un bon investissement de base, l'investissement luxe que je conseillerais, c'est vraiment ça. Règles, livre de base et campagne et recueil de scénar. Et si c'est entre campagne ou recueil de scénar, ça va vraiment être. Ah, je crois que je préfère le recueil. Parce qu'il y a de la mini-campagne, tu peux plus rebidouiller. J'ai retrouvé des scénarios que je connaissais d'avant. Donc, après, si t'aimes bien les campagnes avec une bonne grosse continuité et puis une fin héroïque, voilà, voilà. C'était pour la élite. Et mon conseil de survie à la élite, parce que c'était surtout ça l'enjeu. Hein. C'était bien beau de dire que la élite frontalement c'était violent, ce que je maintiens, c'est qu'effectivement la élite c'est tout à fait possible. Faut pas le faire frontalement. On va finir par les trucs débiles que je vois passer sur Facebook en ce moment. Donc je me suis intéressé à ça à cause de oh mon dieu, Death va être joué par une black. Ouais, et on s'en fout. Je veux dire, qu'est-ce que ça change à l'éternel? Qu'est-ce que ça change par voilà. Par contre, dans ce que j'ai vu passer, oh mon dieu, ça va être joué par une black et je fais moins, où je suis d'accord, mais pas parce que c'est une black, entretien avec un vampire. La gamine là, qui est jouée par. J'ai noté le nom de l'actrice parce que je le sais, je la connais pas. Belle et basse. Voilà. 19 ans, qui va nous jouer Claudia? C'est quoi le problème? C'est qu'elle soit morte et qu'elle ait 19 ans. Bah, c'est qu'elle ait 19 ans. Parce que oui, effectivement, enfin, est-ce qu'ils vont nous faire de la CGI comme ils ont fait dans Stranger Things, nous faire croire qu'une jeune adulte, c'est une prépubère? Est-ce qu'ils vont aussi nous la maquiller, parce qu'elle a 19 ans, l'actrice de J'ai 19 ans, ah j'en ai 14 et demi, mais même 14 et demi pour Claudia, c'est un peu trop. Claudia, l'essence qui fait que ce personnage est à la fois fou et puis très accrochant, enfin puis très tôt où tu comprends sa folie, c'est que à l'intérieur d'elle, c'est une femme, à l'extérieur, c'est une enfant. Puis encore, à l'intérieur, c'est une femme. Donc elle a tellement de vécu qu'elle a des aspirations à être femme. Mais voilà, c'est pas le vampire adolescent, c'est le vampire enfant. C'est ces blocages sur de désir par rapport voilà, à ses aînés. Si ça nous fait une vampire de 14 ans, putain, ils viennent tous enfin voilà, d'époques où à 14 ans, t'étais marié, ça choquait personne. Qu'est-ce qu'elle nous fait un caca nerveux l'autre parce qu'elle a pas accès à la sexualité? Tu t'en fous. Enfin, genre, moralement parlant, pour le personnage, il y a une époque, à 14 ans, t'étais marié, à 16, t'avais 4 gamins. Donc, ouais, je sais pas, j'attends. Moi, c'est ma crainte. Hein. Parce qu'après, qu'on me dise oui, mais rapport à Armand, l'esclavagisme, tout ça. Ouais, enfin, bon, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, c'est des rebelles. Les stats, il fait bien ce qu'il veut, qu'il aille chercher une petite blanche dans les quartiers pauvres ou une petite noire dans les quartiers pauvres. Enfin, voilà, il se fait sa fille, il se fait sa Claudia, il fait bien ce qu'il veut, quoi. Donc, à partir de là, bon. Mais vraiment, moi, mon inquiétude, c'est qu'elle fasse trop vieille. C'est un personnage que j'aime bien et j'ai peur que ça tue ce côté un peu. Il y a un sketch des Cassos où le Kitty pète les plombs chez l'assistante sociale à cause de ça, parce que bah, voilà, c'est une femme de 30 ans qui est enfermée dans un corps de gamine de 8 ans et que ouais, elle devient cinglée à cause de ça. Bon, là, il le traite de manière drôle dans les Cassos avec la question d'Hello Kitty, mais c'est traité sérieusement dans Entretien un vampire avec le côté, ouais, voilà, une gamine qui est plus exactement une gamine, mais quand même un peu. Enfin, c'est horrible, c'est complètement horrible la non-vie de Claudia. Donc ma peur, c'est que Claudia fasse trop ado. Si Claudia, j'ai l'impression qu'elle a 14 ans, tous les délires du oui, ça marchera pas. Voilà. Ah oui, l'autre truc que j'ai vu passer, c'est oh mon dieu, Entretien avec un vampire, ça va être très gai. Eh, mais on a lu le même bouquin ou pas, quoi? Je sais plus si ça se voit trop dans le film avec Tom Cruise, quoi. Mais bien sûr qu'Entretien avec un vampire, c'est ultra gay, ça l'a toujours été. C'est pas une nouveauté. Oui, 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 bah c'est dans l'esprit des livres hein, quand même. Faudra aller retourner les livres. Hein. Il y a pas mal de vieux vampes qui ont des histoires, c'est pas tout à fait hétéro. Hein. Enfin bon, voilà, ça m'a fait marrer. Ensuite, oui, le gros drama qui met certains fans en sueur. Les anneaux du pouvoir. Oh mon dieu, c'est wokisé. Après, il y en a qui ont eu la remarque aussi très pertinente de dire oui, mais ça n'a pas de sens cette apparition de couleurs dans cet univers.
Je m'en fous, je vais même pas là-dedans. Je vais dans un truc très simple. Ils ont fait une série télé sans avoir les droits. Ils sont mis sur les contes et légendes inachevées, qui est justement inachevé. Basé sur Tolkien, ouais, basé vaguement de loin sur Tolkien. Ils vont se prendre, ils vont se prendre une attaque en justice s'ils respectent trop le lore. Donc de toute façon, ils étaient obligés de faire un truc qui se détache du lore. Ils ont fait le combo, je pense aussi en disant, on va peut-être gratter du public en faisant ça, puis en plus ça va faire buzzer, ça va parler de nous. Alors, les puristes, je pense qu'effectivement, si t'es puriste névrotique, tu veux surtout pas que Tolkien, enfin, tu vas te faire une crise cardiaque, hein, tu vas pas voir du Tolkien. Perso, je suis impatient d'y voir parce que je vais voir un truc de mes fans. Vaguement inspiré de loin de Tolkien, mais au, au pire, ouais, ils ont été vraiment très malins. Ils ont réussi à raccrocher le truc en évitant de se prendre un procès pour usage d'une licence qu'ils ne possèdent pas. Et puis voilà. Et puis j'en ai rien à foutre, ouais, qu'il y ait des elfes noirs, des. J'en sais rien. J'ai vu passer le trailer, ça m'a pas marqué. J'ai appris qu'après ça gueulait. Enfin, il y a que les puristes qui peuvent gueuler parce qu'effectivement leur monde préféré chouchou de référence a été modifié. Mais j'oserais juste dire aux puristes, enfin, de toute façon, laissez courir, hein, ça ne pouvait pas respecter votre livre adoré, parce que ça n'a pas les droits. Ils étaient obligés de tricher. Et je me fous pas de la gueule des puristes, parce que c'est un truc que je comprendrais, enfin que je vis dans ma chair, pour une autre œuvre qui a été adaptée, que j'avais gueulé à l'époque, je m'étais pris 2-3, ouh, t'es un gros con d'extrême droite, La Tour Sombre de Stephen King. Alors, je suis complètement d'accord, je sais plus le nom de l'acteur, mais le black qui joue Roland dans le film est très bien. Et le film se regarde bien si tu n'as pas lu La Tour Sombre. Mais dire que La Tour Sombre, le film, c'est inspiré de loin au lance-pierre des livres. La Tour Sombre, c'est plus épais que Tolkien. Hein. Là où il a fallu 3 films pour à peu près faire un truc respectueux de Tolkien, ils nous ont pris La Tour Sombre, 7 livres, plus les histoires connexes qui sont importantes, donc on est sur plus de 10 ouvrages importants. Ils l'ont passé à la moulinette, ils ont viré tout ce qui était intéressant pour nous faire un micro-truc qui a fadassement un avant-goût de La Tour Sombre. Mais c'est putain de pas La Tour Sombre. Et je gueulais avant d'avoir vu le film, parce que faire que Roland soit un personnage noir, c'est virer Susanna. Et ouais, je m'étais pris 2-3 jeunes qui étaient tout à me faire ouais, mais t'es un gros facho, tu es pas content que Roland soit noir. Ça a à chaque fois été super désamorcé pour une raison très simple. Je ne suis pas content que Roland soit noir, car ça vire Susanna, mon personnage préféré. Une femme, forte, noire, handicapée, et qui renvoie gentiment à Black Panther au niveau de la maternelle. Voilà. Susanna, c'est The Girl. C'est la meuf importante de La Tour Sombre, qui a justement un rapport bien et blanco, sale esclavagiste à Roland. Il y a quelque chose de super intéressant justement dans le lien Roland qui vient d'un monde pour qui le racisme c'est du délire. Avec Susanna qui vient d'un monde pour qui elle, en plus elle vient du sud-US et un peu du passé, donc bon, elle a bien les poules, et puis voilà, elle a une petite dent effectivement contre l'impérialisme blanc. Faire La Tour Sombre en faisant ouais, Roland il est noir, ça veut dire tu prends Susanna, pouf, tu la dégages. Un personnage 15 fois plus porteur justement de revendications. Donc c'était bien, t'expliquer aux gens qui l'ont pas lu, qui te traitaient de vieux con, tu vois, ouais, non, en fait t'as pas lu le bouquin, et faire de Roland un black, et c'est dégager Susanna. Et ils ont dégagé Susanna. Donc voilà, la Tour Sombre a complètement perdu justement son côté contestataire, son côté qui remettait le patriarcat en cause, qui remettait voilà, pas mal de choses très tendances maintenant à remettre en cause, c'était dans la Tour Sombre. C'était complètement incarné par Susanna. Ça a été balayé. Voilà, le côté on est progressiste, on va te mettre un héros qui a un beau blague pour faire Roland, parce que l'acteur pète sa race. Ça signifie aussi on va édulcorer et puis on va faire que les côtés sociétaux abordés dans la Tour Sombre, on les passe à la trappe. On va parler de racisme superficiellement, alors que cette œuvre a une vraie portée et un vrai questionnement par rapport aux problèmes américains et plus globalement humains, mais sur la place de la femme et la place des Noirs.
On te met un faux discours léger à la place d'un vrai discours profond. Il était là mon problème. Susanna est super importante. Et elle est mise à la poubelle. Bon, voilà. Sinon, hein, mettez des personnages noirs à la place de personnages blancs, des femmes à la place des hommes, mais tant que vous voulez, tant que ça a du sens dans l'histoire, moi, je m'en fous. Si à un moment, ça vient raconter l'inverse de ce que ça devrait raconter, ça me gêne. Et le cas, je trouve, qu'il le fait le plus, oui, c'est la Tour sombre. Puis après, bon, des fois, on peut tomber sur les trucs guignolesques, du genre la vieille série La Batwoman qui était ridicule, où Durandal a fait une très bonne vidéo où il explique pourquoi il trouve que la dernière série de Star Trek est vraiment bien sur comment justement elle traite la diversité, contrairement à, je crois que c'est Odyssey, enfin celle avec Super Burnham, que j'ai arrêté de regarder à partir du moment où ils font des saisons 2 ou 3 là, quand la super armure temporelle, parce que je suis d'accord avec Durandal, le problème c'est que c'est un super personnage, enfin elle fait tout, elle fait tout. Les histoires, déjà en général, quand il y a super personnage, c'est chiant, mais les histoires Star Trek qui justement une ode à la diversité depuis que ça existe et à la complémentarité des champs, voilà. Une série dont le message de fond, c'est la place et l'importance de chacun, qui est remplacée par une série que l'héroïne, celle qui est au-dessus de tous. Il est là le problème. Que Burnham soit une femme noire, on s'en fout. Burnham, ça serait un homme blanc, ça serait la même trahison de Star Trek. C'est que dans les codes fondamentaux du message beau et puis idéaliste, parce que c'est une utopie Star Trek. Hein. Dans Star Trek, on est censé avoir dépassé justement la bêtise de la haine du racisme. Enfin voilà, voilà. Dans qu'est-ce que ça raconte au fond, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on a un super personnage. Les histoires de super personnages, c'est chiant. Voilà, c'est tout. D'autant plus quand c'est Star Trek. Bon, sur ce, 1 heure, quand j'avais le droit à une demi-heure d'enregistrement, je vous laisse et je vais aller me faire tirer les oreilles. Salut les gens!